Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre webinaire. Pourquoi et comment investir en bourse? Comprendre les bases du marché boursier. Vous êtes certes nombreux à être là, vous posez des questions, mais c'est quoi investir en bourse? Est-ce que la bourse dont on parlera ce soir, est-ce que ça a un rapport avec une bourse d'études? Donc nous aurons les temps de nous entretenir avec nos intervenants ce soir. Ils vont plus nous éclaircir sur ce que c'est ce qu'on appelle la bourse. Voilà. Je vais lire une maxime qui est inspirée de la philosophie socratique. Tu sais ce que tu fais afin que tu fasses ce que tu sais. On peut en déduire de cette maxime, il est important d'avoir une bonne connaissance qui te conduira ou encore qui nous conduira à faire ou encore à poser des actions adéquates. Sans plus tarder, je passerai à la présentation de nos intervenants, comme vous l'avez vu sur la fiche qui a circulé durant cette période. Donc, nous avons ce soir de passer, je peux dire, ces moments de partage des connaissances, ces moments pour pouvoir nous inspirer sur cette thématique qui est très importante. Avant de commencer par me présenter, je suis Esther Mboyo Katamo, étudiante doctorante en deuxième année à l'Université Mohamed VI, droit public, aussi que je fais spécifiquement dans le champ de recherche internationale et plus précisément le droit des paix et des sécurités internationales. Donc, je le disais plus tarder parce que nous avons beaucoup à entendre de nos histoires. Je vais commencer par introduire le panéliste. Nous avons ce soir l'honneur d'avoir parmi nous M. Rick Terry Mupinda. Il est un professionnel de la banque et des finances au sein du groupe Attijari Bank. Il intervient sur le pilotage de la performance financière et de la gouvernance d'un portefeuille de filiales. Il contribue au suivi des indicateurs clés, à l'analyse des résultats et la production des reporting à destination des instances des directions. Son activité couvre également des problématiques transverses liées à la trésorerie, aux flux intra-groupes, à la fiscalité, ainsi qu'aux opérations de création et de restructuration des sociétés. Attaché à la fiabilité de l'information financière, il participe au développement d'outils d'analyse, d'automatisation, du reporting et des modèles de valorisation service de l'aide à décision. Titulaire de master en finance banque à l'école des hautes études commerciales ici au Maroc, il s'intéresse au marché financier et à la bourse dans une approche d'analyse fondamentale et d'investissement à long terme, en complément de son expertise en finance corporate et en gouvernance financière. Nous avons également l'honneur en ce soir d'avoir parmi nous messieurs Dester Komla, comme notre autre intervenant. Il est analyste en stratégie et développement dans une banque. À la place, il évolue également dans tout ce qui concerne le data analyst, enthousiaste de tout ce qui est marché boursier et investissement. Comme je le disais, sans plus perdre de temps, nous aurons ce soir l'honneur de pouvoir entendre ce que nos différents intervenants ont à nous dire sur cette thématique qui nous a tous intéressés. On se posait tellement de questions, c'est quoi et comment investir dans les marchés boursiers. Alors, je vais laisser la parole à M. Eric Mupinda qui va nous entretenir ce soir sur comprendre la bourse, zone sur place boursière africaine et comment investir. Par la suite, nous aurons l'honneur d'entendre M. Dester qui va nous entretenir sur Focus Bourse de Casablanca, gains et risques, également bourse ou épargne classique. Alors, je laisserai la parole à M. Rick Mpinda qui va prendre la parole et qui certainement nous fera honneur en ce soir de sortir avec quelque chose sur cette thématique qui est très, très importante pour nous. Merci. Messieurs, qu'est-ce que vous êtes là?
Allô? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que M. Rick est là avec nous? Bonjour Esther, c'est d'Esther. Là, tu m'entends? Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, oui, je vous Vous entends. allez bien? Super. Parfait. Alors, en tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous et un plaisir de partager cet instant-là. Je remercie déjà Elite Knowledge pour l'invitation et on espère vraiment que voilà, le temps qu'on passera ensemble va permettre à chacun de nous d'apprendre un peu sur ce qu'est la bourse, comment investir, comment ça fonctionne et surtout faire un focus sur la bourse de Casablanca, puisque nous sommes au Maroc, et essayer de vous montrer un peu déjà comment est-ce que ça marche, les différents intervenants qui y sont, quelles sont les entreprises qui aussi sont présentes, et quelques petits tips pour voilà, vous donner une idée de ce que ça peut donner lorsqu'on se met vraiment à fond et qu'on décide voilà, d'y investir. Alors, on attend juste que c'est vrai, je ne sais pas s'il a eu un petit souci de connexion. Comme ça, on démarre. On ne va pas prendre assez de temps. OK. Alors, Madame Esther, je ne sais pas si tu m'entends. C'est bon? Ou... Oui, je Alors, vous attends parfaitement. c'est super. Certainement, M. Rick a un problème de connexion. En OK, OK. attendant, notre speaker, donc, je disais qu'on pourrait faire un exercice entre nous, comme nous sommes là. Est-ce que lorsqu'on parle de la bourse, est-ce qu'on attend un peu? C'est sûr on est là pour apprendre c'est quoi lorsqu'on parle, pourquoi et comment investir dans le marché boursier. J'aimerais déjà qu'on fasse un exercice, qu'on commence déjà à réfléchir, mais il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'on parlera de l'AMCI aujourd'hui, ce soir, bon, parce que la plupart d'entre nous sommes des étudiants de boursier, ou est-ce qu'on nous parlera d'autres choses? Ça peut également être un exercice, on peut se poser cette question de savoir, mais c'est quoi au fait cette bourse d'aujourd'hui? En sortant, c'est dire, j'aurai, je sais pas, quelque chose dans mon compte bancaire et puis je vais voir un virement dans mon TIH. Donc, c'est ça, au fait, c'est pas, il s'agit de quoi, vu qu'on nous parle de comment investir, on parle de finances, on parle un peu de tout ça. Donc, Alors, juste pour confirmer un truc, j'aimerais juste nous, excuse-moi, et juste pour voir si déjà vous en arrivez à... attendant, mais Ouais, pas de souci. OK, top. Déjà, est-ce que vous arrivez à visualiser l'écran que je partage? Top, voilà. oui. Exactement. Non, en fait, c'est très intéressant. Hein. Je me dis vraiment, bon, moi j'ai envie d'envoyer comment, la question à nos amis qui sont là, vous qui êtes avec nous. Quand vous entendez bourse, qu'est-ce qui vous vient déjà en tête? Est-ce que bourse, c'est bourse d'études directement? Ou vous pensez, est-ce que c'est principalement une bourse d'études qui vous vient en tête ou est-ce que comment l'évocation du mot bourse là vous fait penser à autre chose que la bourse d'études? Bon, après, si vous avez des idées, vous pouvez, je sais pas, allez-y. M'excuse, hein. Là, il faut juste qu'on essaie de voir avec. C'est vrai qu'il peut-être qu'il a un souci de connexion, mais on verra bien. Mais bon, aujourd'hui, nous aurons le temps d'aborder le sujet. Voilà. OK. La bourse. On nous parle de pourquoi et comment investir en bourse. Est-ce que vous avez un peu une idée sur ce qu'on parlera ce soir ou vous n'avez pas du tout d'idée? En tout cas, on est là entre nous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Quelqu'un peut répondre, quelqu'un peut réagir. Voilà, je vois David qui lève sa main. Voici, voilà, tu as la parole. Bonsoir à tous. Allô, vous m'écoutez? Bonsoir David, on t'écoute.
Oui, on t'écoute. Oui, pour moi, la bourse, d'après les connaissances que j'ai, c'est quand les entreprises mettent de parts en petits morceaux et des personnes viennent investir leur argent sur ça. Pourquoi? Pour multiplier leur avoir. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux C'est répondre? tout. Je disais que pour moi, la bourse, d'après les connaissances que j'ai, c'est quand des entreprises mettent en disposition de parts, de leur entreprise et que des individus comme nous investissent leur argent en achetant certaines parts pour multiplier leur avoir. Merci beaucoup, David, pour ton courage, en tout cas. Merci. Merci. En tout cas, je n'ai absolument pas de commentaires à faire. Je pense que nos intervenants ce soir, ils auront vraiment le temps de pouvoir nous expliquer, nous parler en long et en large, c'est quoi une bourse. En tout cas, moi, je te remercie personnellement pour ta réponse. J'ai même pris note. Je me dis, ah, pourquoi pas, ça va me servir à quelque chose. Peut-être que moi, je pensais autre chose. Je pensais peut-être que l'AMCI va me faire un clin d'œil, je ne sais pas comment. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Bonsoir à tous. Oui, je vu Franck avait levé sa main en premier. Ah oui, monsieur Eric nous a rejoint. Si on peut juste laisser Franck nous répondre un instant et puis nous allons laisser la parole à notre intervenante ce soir. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir d'abord, bonsoir à tous. Je vais être un peu plus bref dans ma définition. À ce que je sache, la bourse, c'est un marché financier déjà. Donc, c'est un marché auquel s'échangent les titres financiers. Tout on évoque des concepts clés en commercial, les actions et les obligations. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Merci pour ton courage. Merci également à David. En tout cas, j'ai retenu deux choses. En premier lieu, David nous a parlé de lorsque les entreprises mettent à disposition des individus de particuliers comme nous des parts dans de leurs entreprises pour que nous puissions également en bénéficier, investir, acheter des actions, acheter des parts. Et d'autre part aussi, Franck, en parlant, il est parti dans la même idée, même logique que David, mais il a ajouté quelque chose, moi, qui m'a intéressé. Il a parlé des obligations. Je retiens ces mots, des obligations. Alors, sans plus tarder, il y a beaucoup de choses à dire. Ce soir, je vais laisser la parole à notre speaker, à notre intervenante ce soir, M. Eric, qui est là. Certainement, il avait un petit souci de connexion. Nous avons l'honneur de vous accueillir parmi nous ce soir. À vous la parole, M. Eric. Merci. Merci Esther et déjà bonsoir à tous. J'espère que chacun se porte à merveille et désolé pour le retard. Un petit souci au niveau du matériel, mais voilà, tout est réglé. Et voilà, j'aimerais déjà commencer par remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes là ce soir, qui ont bien voulu assister à ce webinaire et y participer. J'aimerais également remercier Justia pour qui c'est un sujet qui me tient à cœur et qui a bien voulu m'inviter pour être la personne qui allait en parler et partager mon expérience avec tout le monde. Donc, encore une fois, merci à tous. Et voilà, donc on va commencer par discuter du sujet pleinement et essayer d'expliquer plus ou moins c'est quoi la bourse, comment elle se présente et voilà comment chacun peut en tirer parti par rapport à cet outil, ce mécanisme qui est mis en place. Alors, donc, pour commencer, nous allons déjà faire le distinguo entre la bourse d'études, que l'on connaît plus tous ou moins, et la bourse de valeur.
Donc, une bourse d'études, c'est simplement un soutien financier qui est alloué à une personne pour l'aider dans ses études, pour l'aider dans toutes ses démarches éducatives, toutes ses démarches scolaires, pour qu'il puisse subvenir à tout ce qui est soutien dans l'achat de support administratif, l'achat de support pour pouvoir suivre ses cours. Et donc, c'est plus une somme d'argent allouée à une personne pour l'aider dans son parcours, dans son cursus scolaire ou académique. Et maintenant, une bourse de valeur qui est, c'est un marché financier sur lequel s'échangent des produits. Des produits, plus précisément dans le cadre de notre réunion ce soir, donc on va parler des actions. Mais sur ce marché, il y a divers produits qui sont généralement échangés. Il n'y a pas simplement que des actions, il y a des obligations, il y a d'autres actifs financiers qui y sont échangés. Et ce marché, c'est plus un endroit, déjà ce n'est pas un endroit physique comme on a pour enfin comme un souk ici au Maroc ou un marché, on va rencontrer des personnes de façon physique. C'est plus un marché virtuel où des éléments seront échangés et, euh, et parmi les différents acteurs, les différents participants, on peut retrouver notamment donc des personnes physiques qui seront vous, moi. On peut retrouver donc des personnes morales également, des sociétés, des fonds d'investissement, des États également qui peuvent y prendre part. Et donc le marché boursier en lui-même, c'est un lieu essentiellement virtuel où se rencontrent ceux qui ont besoin d'argent, donc les entreprises, et ceux qui ont à placer, donc les investisseurs. Donc, pour faire simple, la bourse est un marché organisé où va s'échanger des titres financiers, principalement des actions et des obligations. Et ce marché, il va permettre aux entreprises de lever des capitaux pour se développer et permettre aux investisseurs d'acheter des titres ou de les revendre. Alors, concernant les acteurs, on a plus ou moins, si on regarde sur tous les différents marchés boursiers qui peuvent exister, voici en principe les acteurs qui sont présents sont principalement les mêmes. Au centre, donc, on aura donc la bourse en elle-même, qui est le marché dont on a parlé. Et aux alentours de ça, donc, on aura d'autres acteurs qui vont graviter. Dans le premier, c'est le premier et l'un des plus importants, qui est le régulateur. Alors, le régulateur, c'est le gendarme du marché. C'est lui qui va assurer le respect de toutes les règles, le respect de toutes les instructions et s'assurer que le marché fonctionne en bonne et due forme. Alors, au Maroc, on a l'AMMC, qui est le gendarme. Et donc, le régulateur, lui, il va surveiller que tout se passe dans les règles. Il va protéger les investisseurs contre les abus et valider toutes les introductions en bourse. Après le régulateur, on a un groupe que l'on va appeler ici les sociétés de bourse. Et parmi les sociétés de bourse, on a donc les courtiers et les banques. Enfin, les courtiers d'abord principalement, et ce sont donc les intermédiaires obligatoires par qui toutes les transactions vont passer. Donc, concernant les sociétés de bourse, il faut savoir que vous ne pouvez pas acheter une action directement et vous devez donc passer par eux, par ces sociétés-là. Donc, ce sont eux, les courtiers, qui vont exécuter tous les ordres d'achat et de vente. Et après ça, on a les intermédiaires principaux, donc les banques qui font ici également partie de groupes dont on parle en tant que courtier. Donc les banques, elles servent de pont
entre les investisseurs, que ce soit vous ou moi, les sociétés, et des sociétés de bourse. Donc, les banques, elles vont vous permettre d'ouvrir le compte titre chez elles et elles vont transmettre les instructions aux sociétés de bourse. Et ensuite, on a donc les sociétés cotées, qui est un autre groupe d'acteurs dans ce marché boursier. Les sociétés cotées, ce sont les entreprises qui vont décider de vendre une partie de leur capital en bourse. Donc, de mettre une partie de leurs actions sur le marché boursier, pour diverses raisons, bien sûr. Et ces sociétés cotées, elles ont des obligations de transparence et elles doivent publier régulièrement leurs résultats financiers et donner toutes les informations qui leur concernent, que ce soit les informations sur le membre du conseil d'administration, les informations sur les différents actionnaires, les informations sur la vie même de la société. Tout ça doit être transparent sur le marché. Et en tant que dernier acteur, nous avons donc les investisseurs. Et ces investisseurs, c'est plus ou moins vous, c'est moi. Et ce sont donc des particuliers ou des institutions. On a qui achètent des titres dans l'espoir de réaliser des gains. Donc, les investisseurs, ce sont ceux-là qui vont faire vivre le marché dans tout ce qui est le fonctionnement même d'un marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Alors, en termes de vocabulaire du marché boursier, on a différents termes ou expressions qui sont plus ou moins nécessaires enfin, qu'il faut plus ou moins maîtriser comme jargon pour pouvoir savoir de quoi il est question sur le marché boursier. Et en premier lieu, on a les actions, parce que, comme on a dit, sur le marché boursier, il s'échange beaucoup d'actifs et dans les actions. Alors, c'est quoi une action? C'est une part de propriété dans une entreprise qui permet une part de société d'une entreprise qui est mise à disposition sur le marché. Donc, acheter une action, c'est devenir simplement propriétaire de la société qui met à disposition son action. Que ce soit une action ou 100, à partir du moment où vous êtes propriétaire d'une action, vous êtes, à partir du moment où vous détenez une action, vous êtes copropriétaire de la société qui met à disposition l'action sur le marché. Après ça, on a donc le cours. Le cours, c'est le prix simplement auquel l'action va s'échanger sur le marché à un instant T. Ce cours, il va fluctuer en permanence selon l'offre et la demande. Et après le cours, nous avons donc deux termes qui sont plus ou moins complémentaires. On a le marché primaire et le marché secondaire. Alors, le marché primaire, c'est là où les titres sont émis pour la première fois. C'est-à-dire, donc, on a le marché et la première fois où un acteur il arrive sur ce marché, il vient mettre à disposition ses produits, donc ici les actions, sur le marché. Il va les mettre sur le marché primaire. Toutes les introductions vont passer par là. Et le marché primaire, on le qualifie plus ou moins du marché du neuf. Donc, c'est là où va se changer pour la première fois les titres actions dont il est question ici. Et à côté de ça, on a donc le marché secondaire. Le marché secondaire, lui, c'est une fois que la société donc s'est installée sur le marché, elle a réussi à mettre ses titres sur le marché primaire. Bah, nous, en tant que particuliers, en tant qu'investisseurs, on va maintenant échanger ces titres. Moi, je vais venir acheter les titres d'un autre détenteur sur le marché secondaire. C'est là où les investisseurs vont s'échanger entre eux-mêmes directement. Et l'entreprise ici qui est venue mettre à disposition ces transactions d'investisseurs à investisseurs directement. Donc, après ces deux titres, on a donc l'IPO. L'IPO, c'est l'offre initiale pour toute introduction en bourse. C'est simplement l'action qui va permettre à une société d'entrer dans un marché boursier pour la première fois. C'est le moment où une entreprise va mettre à disposition
ses actions sur le marché boursier. Donc, ici, on va parler de l'IPO sur le marché primaire. Toute IPO qui se fait va obligatoirement se faire sur un marché primaire. Et au-delà de cela, nous avons donc les deux derniers termes, du moins expressions qu'il faut saisir, c'est l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Alors, ces deux expressions sont simplement une transaction, enfin, sont simplement les transactions qui sont effectuées sur le marché boursier. L'ordre d'achat, c'est l'instruction que vous, en tant qu'investisseur, allez donner à votre courtier pour lui dire, bah, achète-moi X actions de telle société à tel prix. Et l'ordre de vente, c'est l'instruction qui est inverse simplement. Vous allez dire à votre courtier, vends-moi X actions que je détiens sur telle société à tel prix. Voilà, c'est plus ou moins les expressions qu'il faut maîtriser pour pouvoir déjà rentrer dans le marché boursier. Alors ici, nous avons le circuit des marchés, c'est-à-dire le marché primaire et le marché secondaire. Et au centre de tout ça, nous avons l'IPO. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'IPO, elle va plus ou moins se faire sur le marché primaire. Et de là, donc, comment se fait une IPO? C'est simplement une société qui va aller voir une banque d'affaires et elle va instruire à la banque d'affaires son intention de rentrer sur le marché boursier. Et pour cela, elle va dire à la banque d'affaires, je veux émettre X quantité d'actions à tel prix. À partir de là, donc, la banque d'affaires, elle va faire tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir, une fois l'entente trouvée par rapport au prix avec donc la société, elle va passer l'annonce pour dire à telle date, telle période, tel jour, bah, la société Y va faire son entrée en bourse, va faire donc son IPO. Et à partir de là, une fois la période de souscription ouverte, les investisseurs vont acheter des actions, ils vont allouer donc à la société un capital et ce capital, bah, il va rentrer dans les caisses de l'entreprise qui va lui permettre par la suite de procéder à ces différents projets d'investissement. Et une fois l'IPO terminé, une fois l'IPO clôturé et la société maintenant sur le marché boursier, les titres qui ont été introduits vont maintenant se retrouver sur ce qu'on appelle le marché secondaire, qui a été évoqué auparavant. Et donc, c'est sur ce marché secondaire que les personnes ayant acheté des titres lors de l'IPO sur le marché primaire vont maintenant pouvoir les revendre. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu acheter des titres sur le marché primaire lors de l'IPO pourront maintenant les acheter sur le marché secondaire. Et tous ceux qui ont acheté des titres via l'IPO pourront maintenant les revendre sur le marché secondaire. Et donc, c'est sur ce marché secondaire que on va vraiment avoir la confrontation entre l'offre et la demande, entre les prix des offres de vente entre les ordres de vente et les ordres d'achat. Et au sens de tout ça, nous aurons donc les courtiers, nous aurons donc les sociétés de bourse, nous aurons les banques et nous aurons les différents acteurs, que ce soit donc des personnes physiques ou des personnes morales, qui vont venir vendre et acheter directement les actions. Voilà, nous passons donc au notre deuxième point, qui va nous permettre de faire un zoom sur les différentes places boursières. Et pour cela, je vais laisser la parole à mon coéquipier, M. Geoffroy Dester. Allez, super. Merci beaucoup, M. Eric, pour ces explications-là. Alors, j'espère vraiment que cette partie-là vous a déjà permis de cerner un peu comment est-ce que la bourse, déjà de faire la différence entre la bourse d'études et la bourse de valeur, et de cerner un peu comment est-ce que une bourse fonctionne de manière basique. Alors,
le point qui va suivre, c'est essayer de faire un peu un zoom sur tout ce qui est place boursière avant de faire un zoom plus sur la bourse de Casablanca, sur laquelle on va plus zoomer encore et voir un peu plus en profondeur des titres et autres. Alors, là, comme vous pouvez le voir, on a un petit zoom sur les places boursières africaines pour avoir une idée un peu de ce que c'est. Donc, là, on a essayé de vous montrer, disons, les 3 géants du continent. On a déjà la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud, qui est la plus grande, qui est classée première, déjà, bourse africaine. On a aussi la bourse du Nigeria, Nigeria Exchange, qui est aussi une bourse qui vraiment, en termes de capitalisation, pèse beaucoup, avec des entreprises comme Dangote Cement, pour ceux qui connaissent. Et en 3e position, on a la bourse égyptienne qui aussi fait son bout de chemin en étant déjà l'une des plus anciennes places financières au monde même, pas qu'en Afrique, et qui aussi est l'une des bourses importantes du continent. Ce qui va peut-être intéresser beaucoup de personnes. On va maintenant faire un zoom sur une bourse assez particulière qui est celle de la BRVM. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est une bourse, comme je l'ai dit tantôt, très particulière dans le sens où ce n'est pas une bourse qui est spécifique à un pays. Et là, c'est une bourse qui est spécifique pour une région donnée. Donc, la BRVM, c'est quoi? C'est la bourse des valeurs régionales de la CEDEAO. Donc, c'est une bourse qui est commune à 8 pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, Bénin, Burkina, Mali, Niger, Togo et Guinée-Bissau. Donc, tous les pays présents, toutes les entreprises présentes sur ces pays-là ont la possibilité d'être cotées sur cette bourse de valeurs-là. Comme je l'ai dit tantôt, elle est très particulière parce que aucune part au monde, je dirais, vous verrez une bourse qui est commune à 8 États. Alors, pourquoi est-ce que cela a été possible? C'est notamment parce que déjà, tous ces pays-là, comme vous avez pu le remarquer, partagent une monnaie commune qui permet disons, de mettre toutes les entreprises, même si d'une part, la situation économique de chaque pays est quand même différente, mais le fait qu'ils partagent cette même monnaie-là permet de les mettre sur un pied d'égalité un peu fictif qui permet que cette bourse-là, elle, aujourd'hui, arrive à tenir et en termes de performance aussi, elle est pas mal. Alors, c'est une bourse sur laquelle il y a plein d'entreprises, voilà, comme vous pouvez voir, les Bolloré qu'on voit, que ce soit Bank of Africa, Unilever, donc très intéressante. Je vous invite vraiment à aller voir ce que ça donne. Mais bon, c'est quand même une bourse intéressante et beaucoup de personnes arrivent à acheter ces biens pour les épargnes. Donc, n'hésitez pas à creuser. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore à revenir vers nous pour voir ce que ça peut donner. Alors, ça, c'était un peu un petit zoom sur la BRVM et sur les bourses africaines. Maintenant, on va faire un zoom sur la partie qui nous intéresse. Je pense que vous vous attendez plus à ça. On va faire un zoom sur la bourse de Casablanca. Sur la bourse de Casablanca. Alors, là, on va faire une petite revue historique, parler un peu de quand ça date. Alors, la bourse de Casablanca, c'est quoi? C'est la place financière marocaine qui, ces dernières années-là, j'ai envie de dire, ces 3 ou 4 dernières années, est vraiment en pleine performance. On va en parler bientôt un peu plus en profondeur sur quelques points. Alors, elle a été créée en 1929. Et c'est l'une des places anciennes aussi. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est 1929 en comparaison, la BRVM, je crois qu'elle est très récente. Et je pense que ça a été mis en œuvre dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Mais la bourse de Casa, elle est là depuis, disons, 1929. Alors, en termes de capitalisation, la bourse de Casa aujourd'hui, elle est à plus de 1000 milliards de dirhams, ce qui fait d'elle la deuxième plus grande place boursière en Afrique, en fin 2025. Et nous avons sur la bourse de Casablanca 76 sociétés qui sont cotées
que ce soit TGRE, CMGP, TGCC, plein d'entreprises que vous connaissez, Tissalat Al-Magri aussi. Et toutes ces entreprises-là sont reparties en plusieurs secteurs. Donc, on a 22 secteurs d'activité en tout, soit l'industrie, la télécommunication, la banque et tout ça. Donc, voilà un petit panorama de la bourse de Casa. Alors, qui dit bourse, dit indice de référence. Alors, c'est quoi un indice de référence? C'est très important de savoir parce que vous avez sûrement entendu parler de Nasdaq, S&P 500. Mais c'est quoi? Tout ça, ce sont des indices boursiers. Alors, et l'indice boursier, principalement, leur rôle, c'est quoi? C'est qu'ils permettent de faire quoi? De montrer la performance de toutes les entreprises qui sont cotées sur cette bourse-là. Quand on dit au Nord, voilà, le S&P 500 vaut tant, il a augmenté de tant en temps, ça veut dire que en majorité, les entreprises qui sont cotées sur cette bourse-là ont une performance positive ou négative dans le sens contraire. Alors, pour le cas de la bourse de Casablanca, nous avons le MASI, qui est le Moroccan All Share Index, qui est l'indice de référence. Bien évidemment, il y a d'autres indices qui en découlent, comme le MASI 20, qui est un indice spécifique aux 20 entreprises cotées les plus liquides. Et après aussi, on a le MASI RSE, qui est aussi un indice, mais spécifique pour des entreprises qui sont plus dans tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises et tout ça. Et sachez aussi qu'on a des indices spécifiques à chaque secteur. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a le secteur de la banque, des mines et tout ça. Donc, on a un MASI sectoriel, donc le MASI bancaire, le MASI des mines, et ainsi de suite, qui reflète à lui la performance des entreprises du secteur. Donc, c'est un peu ça, un indice, et il est très important de suivre cet indice-là, parce que cet indice-là, il montre un peu, je dirais pas la santé, mais la performance globale de toutes les entreprises qui sont cotées sur cette bourse-là, sur cette place financière. Alors, quelques chiffres assez intéressants pour le MASI. Comme je l'ai dit aussi, ces dernières années, la bourse de Casa est vraiment en plein essor. Il y a vraiment des introductions qui passent et ça fait que les vraiment en pleine performance. Et rien que en 2024, sur la période 2024, sur toute l'année, on a eu 12% de plus, donc de performance positive. Et en 2025, là, c'était vraiment quelque chose de dingue qui s'est passé. On allait à 27. Et ça montre à quel point, donc quand je dis 27, là, ça veut dire qu'en majorité, la majorité des entreprises sur la bourse de Casa ont, disons, fait de belles performances. C'est un peu ça. Alors, parlons vraiment de l'utilité maintenant du MASI ou d'un indice de référence. Lorsque vous investissez, vous mettez en place un portefeuille. Et ce portefeuille-là, et vous allez y avoir plusieurs instruments financiers. Bon, là, si on veut faire le focus que sur les actions, vous avez un portefeuille dans lequel vous avez plusieurs actions que vous achetez selon vos analyses, selon, voilà, toutes les analyses, les informations que vous avez, vous investissez dans certaines entreprises et ça vous forme un portefeuille. Maintenant, ce portefeuille-là, vous allez calculer sa performance. Vous dites, OK, est-ce que mon portefeuille, j'ai eu un plus, j'ai un gain, j'ai une perte et tout ça. Alors, le MASI, c'est-à-dire l'indice, son importance vient, voilà, l'utilité en fait de cet indice-là vient aussi lorsque ça vous permet de faire un petit benchmark, une comparaison. Donc, lorsque, par exemple, vous avez un portefeuille qui ne performe pas, vous avez un portefeuille d'actions, bon, déjà, je vais juste passer un peu à côté, mais c'est très important quand vous mettez en place un portefeuille de le diversifier pour réduire un peu le risque. C'est très important de faire cette diversification-là. Donc, quand vous avez votre portefeuille, vous allez calculer la performance globale. Peut-être qu'il y aura des actions qui ne vont pas avoir de belles performances, qui vont être dans le rouge, d'autres qui vont être dans le vert. Et quand vous faites la performance globale, vous allez avoir, disons, peut-être 10%, je ne sais pas. Et quand vous comparez la performance de votre portefeuille avec la performance globale du marché, qui est celle de l'indice, ça vous permet de comprendre, de dire, OK, est-ce que mon portefeuille que j'ai mis en place, il est bien ou il est pas mal? Est-ce qu'il suit l'évolution de l'indice référence ou bien il ne suit pas? Et donc, ça vous permet un peu d'ajuster vos stratégies d'investissement pour dire, ah non, là, c'est pas bien, il faut que... Bon, là, je vais un peu loin, mais je ne sais pas si vous voyez un peu le topo. Donc, c'est un peu ça.
Ça vous permet d'avoir une idée et de faire un petit benchmark pour comprendre si vos stratégies que vous avez en place, vos stratégies de diversification, est les bonnes ou pas. Voilà un peu sur l'indice MASI et pourquoi, ce que ça fait et son utilité. On ne va pas s'attarder trop sur ça, mais là, c'est un peu l'écosystème de la bourse de Casa. M. Rick en a parlé tantôt. Alors là, elle est plus illustrée et spécifique au Maroc. On avait parlé aujourd'hui du régulateur. Et donc, le régulateur sur la bourse, sur la place financière marocaine, c'est l'AMMC, qui est l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Et donc, cette autorité-là, comme on l'a dit, c'est disons, le gendarme qui surveille un peu les transactions, qui met en place des règles. Lorsqu'une entreprise fait son introduction, elle doit avoir d'abord le visa de cette autorité-là, de l'MMC qui va dire, OK, on a étudié, après, lorsqu'elle fait appel à la banque d'investissement et tout ça, à la banque d'affaires pour étudier et faire l'estimation, il faut avoir le cachet, le visa de l'MMC qui dit, OK, on est d'accord, vous pouvez passer en bourse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller voir la bourse de Casablanca pour mettre en place tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, on en a déjà parlé, mais bon, voilà, on va essayer de continuer. Tout à l'heure, on a parlé des secteurs, des secteurs clés. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur la présentation, on a une répartition et la capitalisation sectorielle de la bourse de Casablanca pour voir quels sont les secteurs qui performent le plus et qui pèsent le plus sur cette bourse-là. Et donc, on a ces secteurs. Donc, on a le secteur bancaire avec de grosses banques comme Attijari, BCP, Bank of Africa qui sont cotés et qui à elles forment, disons, 29% de toute, donc 30%, on va dire, de toute la capitalisation de cette bourse-là. On a le BTP et les matériaux de construction avec, voilà, là, on a Ciment du Maroc, on a SGTM qui récemment a fait son introduction. On a CMGP, bon, non, pas CMGP, j'ai dit SGTM tout à l'heure. Storvis, voilà, on a plein d'entreprises qui sont cotées dans ce domaine-là. On a aussi les mines, la télécommunication avec Maroc Télécom, qui est le seul acteur, là il faut le noter, de télécom qui est coté. Et après, on a d'autres secteurs émergents comme la distribution, bien sûr, avec la belle vie, Agdital et tout ça. On va en parler, on va faire un zoom sur Agdital parce que Agdital, franchement, c'était vraiment une success story. On va en parler aussi par la suite. Alors, là, vite fait, on va parler un peu des typologies des entreprises qui sont, disons, sur cette place boursière-là. Et comment est-ce qu'on essaie de les différencier. Là, on a juste fait une différenciation en deux parties. Donc, avant d'investir, il faut vraiment connaître les entreprises. On va en parler. Mais sur la bourse de Casablanca, par exemple, on a deux grands groupes d'entreprises. Donc, on a celles qu'on appelle les blue chips, qui sont un peu les géants, les leaders de leur secteur. Ce sont des entreprises qui sont très stables, alors très liquides. Et j'ai envie de dire que ce sont des entreprises sûres. Entre guillemets, je ne fais pas des conseils boursiers ici. Mais ce sont des entreprises que lorsqu'on regarde l'entreprise en elle-même, on voit ses chiffres, on voit leur implantation sur le marché, on se dit ces entreprises-là, elles sont là et elles ne vont pas partir. Elles sont leaders de leur secteur. Et en fait, quand tu y rentres, tu sais que ce n'est pas vraiment pour perdre. Même si ça va être à long terme, quand tu veux investir, tu sais que tu ne vas pas vraiment perdre là-dedans. Donc, on les appelle les blue chips. Après, nous avons aussi les valeurs de croissance qui sont des entreprises et pas leaders de leur secteur, mais plutôt dynamiques avec de l'innovation. Là, par exemple, on a HPS. Dans le domaine de la santé, on a aussi Agdital qui actuellement est en plein essor. Et donc, il y a ces entreprises-là qui font un peu, disons, la différence comparée aux blue chips qui sont des entreprises implantées et leaders dans leur secteur. Alors, on va parler sur ces côtés. Là, c'est bien mentionné. On ne fait pas
Cette partie-là, elle est vraiment informatique. C'est juste une information qu'on vous donne. Il n'y a pas vraiment des conseils pour dire non, il faut aller acheter dans tel secteur ou tel secteur. Parce qu'avant d'investir dans une action, avant d'acheter une action, vraiment faire des analyses. Parce qu'il y a des risques aussi que vous prenez. Et il faut être conscient de cela. Donc ici, c'est juste un profiling secteur qu'on a fait qui montre un peu les secteurs de la bourse de Casa, les entreprises qu'ils sont et le profil un peu de ces entreprises-là. Donc, on a la banque et l'assurance. On a parlé tantôt avec des mastodontes, hein, Tijari, BCP, Wafa Assurance. Elles vont coûter cher, mais il y a une sécurité dans le sens où ce sont des actions qui baissent rarement parce que l'entreprise est vraiment stable. Donc, ils ont des performances plutôt légères, mais après aussi, il y a une régularité dans la distribution des dividendes. Donc, il y a ce genre d'entreprise-là. On a tout ce qui est télécom tech, avec Tisalatel, Maghreb, Maroc Télécom, HPS, qui sont des entreprises très intéressantes aussi. On a le BTP et le BTP, là, actuellement, vous pouvez le voir, le Maroc en plein essor. Tout ce qui est, on a eu la CAN qui est passée, on a eu la Coupe du Monde qui vient. Donc, c'est un secteur qui est vraiment en plein essor actuellement et très intéressant. On a la consommation, la santé avec Atital, comme on a parlé. Donc là, c'est un peu un profiling des différents secteurs. Alors, comme j'en ai parlé, on va faire un petit zoom sur la success story Atital, avant de vous parler de ça pour que vous sachiez ce que ça donne. On a parlé de l'IPO, qui était l'offre initiale. Donc, Atital, lorsqu'il a fait son IPO, c'est en 2022. C'est pour montrer à quel point c'est un peu intéressant. C'est en 2022 qu'Agdital a fait son IPO. Et déjà, c'est le premier groupe privé de la santé à s'introduire. Donc, il est premier déjà dans son secteur. Donc, c'est très intéressant. Et donc, lorsque l'entreprise fait son introduction, c'est pour un objectif. C'est soit ouvrir son capital au public, soit pour des projets concrets. Et dans le cas d'Agdital, c'était vraiment pour étendre un peu son assise sur le territoire national marocain. Donc, c'était une levée de fonds pour construire plein de cliniques à travers le royaume, Kénitra, ainsi de suite. Alors, vite fait, qu'est-ce qui s'est passé? À l'introduction à la bourse d'Agdital en 2022, décembre 2022, à l'IPO, l'entreprise, l'action coûtait 300 dirhams. C'est le prix nominal qui était 300 dirhams. Et donc, lorsque vous regardez de 2022 jusqu'à maintenant, au départ, c'était 300 dirhams et aujourd'hui, nous sommes dans les 1000, 1300, je pense qu'on a vu 1500 en 2025. Donc là, nous sommes à plus de 300% en 3 ans. En 3 ans. On en parlera après sur la différence entre choisir, investir ou épargner et voir l'importance, mais juste pour vous montrer un peu ce que ça peut être d'investir et de vraiment prendre ça au sérieux et de penser à long terme là-dessus. Les gains et risques. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure sur les risques. Mais bon, concrètement, lorsque vous investissez, qu'est-ce que vous gagnez? On a parlé d'actions, là j'ai parlé de 300%, ok, mais qu'est-ce que vous gagnez et quels sont les risques qui vont avec? On va essayer d'aborder ça vite fait et à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Premièrement, on a les dividendes. Tout à l'heure, on a dit que l'entreprise, elle a des actions. Donc, lorsque vous achetez une action d'une entreprise, vous devenez actionnaire, vous détenez une part. Et donc, cette part-là, elle vous donne droit à une dividende lorsque l'entreprise décide de partager une partie de son bénéfice. Donc, lorsque vous investissez, vous gagnez tout d'abord les dividendes. L'entreprise peut décider de distribuer ou pas, hein, ça dépend. Mais au Maroc, ça se fait régulièrement. Donc, vous avez les dividendes que vous gagnez. Donc, si supposons que l'entreprise dit qu'elle va partager, 2 dirhams de dividendes par action et que toi, tu as 10, tu fais 2 fois 10 et là, tu as la dividende que tu vas recevoir. Donc, ça, c'est un peu un gain que vous gagnez un peu sur les dividendes que vous avez. Après, vous avez la plus-value. Alors, la plus-value, c'est le gain réalisé lors de la vente. Donc, la plus-value en elle-même, vous la réalisez lorsque vous vendez l'action. Donc là, tu peux peut-être avoir dans ton portefeuille une action que tu as achetée, prenons l'exemple d'Atital toujours, hein, tu l'as achetée à 300 et aujourd'hui, elle vaut peut-être, disons, 1000 dirhams. Tu as fait une plus-value de combien? De 700 dirhams. Mais ces 700 dirhams-là sont latents.
parce que tu ne les as pas encore récupérés. Avant de les récupérer, il faut d'abord vendre l'action et à ce moment-là, tu récupères ton argent. Moyennant, bien sûr, tout ce qui est frais, on va en parler par la suite. Donc, concrètement, lorsque vous investissez en bourse, les deux principales entrées que vous avez, c'est soit les dividendes ou soit la plus-value que vous allez réaliser sur la vente de vos actions. Si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, bien sûr. Parce que si le prix est inférieur, là, vous ne réalisez rien, vous faites une perte. Alors, il y a une petite subtilité sur ça, parce que l'État doit toujours prendre sa part. Que tu sois... même dans nos achats au quotidien, l'État a toujours sa part. Tout ce qui est TVA, tout ce qu'on achète, c'est pas hors taxe, c'est TTC. Donc, l'État a toujours sa part là-dessus. Et il en va de même pour les salaires, il en va de même pour tout. Donc, ne pensons pas à tort que voilà, tu vas réaliser une dividende ou une plus-value et l'État ne va rien prendre. Donc, là, on a parlé de 700 dirhams, mais ça ne veut pas dire que tu vas recevoir exactement les 700 dirhams. Tu vas avoir quelque chose que l'État prend. Alors, du coup, là, on fait plus sur le Maroc. On ne va pas, bien sûr, faire de façon générale parce que cela aussi varie selon les pays. Et donc, sur les dividendes, on a une retenue à la source. Donc, c'est une taxe que l'État prélève à la source. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de déclarer après, mais supposons que tu as fait, on te donne une dividende. Prenons l'exemple de tout à l'heure, 2 dirhams et tu as 10 actions. Donc, 2 fois 10, ça te fait combien? Et donc, sur cette dividende que tu as là, l'État va prendre 11,5% au Maroc. Ça, c'est depuis janvier 2026. 2025, je pense qu'on était à 12, parce que là, actuellement, depuis la loi de finances 2025 qui a été publiée, prévoit de réduire ce taux-là, de retenir la chose jusqu'à 10% à horizon 2027. Donc, d'ici 2027, on va arriver à 10%. Donc, chaque fois que tu as une dividende, l'État prend 10% là-dessus. Je ne prends pas la totalité. Toi, tu n'as que 90% que tu vas recevoir sur ton compte à la fin. Et ça va de même aussi pour les plus-values. Les plus-values, on a fait l'exemple tout de suite. Les 700 de plus-value que tu as, tu ne récupères pas tout. Il y a 15% que l'État prend. Il dit, OK, voilà, tu as fait un gain, vas-y, prends 85 et tu nous laisses 15%. C'est comme ça, c'est toujours comme ça avec l'État. L'État gagne toujours, on ne prend jamais 100% de notre argent. On l'a compris. Par contre, il y a maintenant, disons, les sociétés de bourse qui mettent en place, c'est l'État plutôt, qui met en place le plan d'épargne par action, qui est le PEA, qui lui permet qui vous donne une exonération en fait de ces taxes-là, avec des conditions bien sûr. Donc, on a dit tantôt que sur les dividendes et les plus-values, vous avez des retenues à la source. Mais lorsque vous souscrivez vous ouvrez un compte, un PEA, vous avez la possibilité d'être exonéré de toutes ces taxes-là. À condition que, premièrement, vous soyez une personne physique, bien sûr, c'est-à-dire les entreprises n'ont pas droit à cela. Il faut être une personne physique. Et aussi, il faut bloquer, c'est-à-dire votre compte là sur 5 ans. C'est-à-dire que lorsque tu investis, tu ne dois pas récupérer de l'argent pendant 5 ans. Donc, tu ne vas pas vendre d'actions et même tes dividendes et autres, là, tu ne les recevras pas. Donc, ils vont rester là pendant 5 ans. Et ce n'est qu'après ces 5 ans-là que tu pourras récupérer tes gains. Et en ce moment-là, tu es exonéré des retenues en source et des taxes étatiques. Parfait. Maintenant, on a parlé de gains, de dividendes, de plus-value. Il ne faut pas ignorer la partie risque. Parce que la bourse, elle est très risquée. Je ne parle pas de trading. Le trading, c'est autre chose. Là, c'est volatile de dingue, mais la bourse en elle-même, c'est risqué. Et franchement, il faut prendre connaissance de ça avant d'y rentrer. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions. Donc, ici, on a les 3 principaux risques auxquels il faut être avisé avant d'investir. Très important. Donc, on a le risque de capital, le risque de volatilité. Alors, c'est le prix des actions fluctue tous les jours. Donc, vous avez des séances. Du lundi au vendredi, vous avez la bourse qui s'ouvre et vous avez donc la confrontation entre l'offre et la demande. Les gens qui veulent acheter, les gens qui veulent vendre. Et donc, le prix, il fluctue. On a d'autres
des événements qui influent aussi sur le cours d'une action. Et donc, ça fait que le prix n'est pas stable. Donc, il faut être avisé à ça. Ça peut augmenter aujourd'hui et demain, ça baisse. Et tu vois aussi directement sur ton compte, là, tu vois la valeur de ton action, tu vois les moins que tu as et voilà, ça passe très vite. Donc, il faut être avisé. On a le risque de liquidité aussi. Il peut arriver que l'action ne se change pas de façon fluide. Aujourd'hui, tu veux vendre, mais tu ne trouves pas preneur. Ça arrive, c'est comme sur tout marché. Tu veux vendre, mais voilà, il y a l'offre, mais il n'y a pas de demande. Donc, il y a ce risque-là. Tu fais que peut-être là, aujourd'hui, tu as envie de vendre ton action. Voilà pourquoi c'est très important après, lorsque tu définis ton horizon d'investissement, de prendre des actions qui sont liquides. Comme ça, lorsque tu veux vendre, tu vas trouver preneur facilement. Mais quand ce sont des actions qui ne sont pas liquides, tu as peut-être des actions, tu as peut-être une plus-value énorme, mais quand tu veux vendre, il n'y a personne qui veut acheter. Et donc, ça aussi, c'est un risque qu'il faut prendre en considération avant d'acheter. Après, le risque, voilà, normal, le risque de faillite. Si l'entreprise voilà, arrive à faire faillite demain, il faut savoir que ton argent, il tombe à l'eau. Et donc, tous ces risques, il faut les prendre en considération avant de se lancer. Et il ne faut pas juste acheter pour acheter. Il faut prendre conscience de ça. Soit vous êtes averse au risque, ou soit vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça, un petit zoom qu'on a fait sur cette bourse de Casa, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Et c'est très important. En tout cas, moi, je vous exhorte vraiment, si vous voulez vous lancer, de vraiment vous concentrer sur ça et d'apprendre beaucoup parce que on ne se lève pas comme ça pour aller investir. Donc, moi, je vais laisser la parole à M. Rick qui va continuer avec vous sur, vite fait sur comment investir. Là, on part maintenant dans le cas concret. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur la bourse de Casa, comment est-ce que vous devez faire étape par étape et quelques autres voilà, tips pour vous aider. Donc, je laisse la parole à M. Rick, s'il est avec nous, pour continuer sur ce point-là. Merci, Monsieur Komla. Et voilà, donc pour continuer sur les différents points que nous avons préparés pour vous. Alors, comment investir? Déjà, avant de dire quoi que ce soit sur comment investir, j'aimerais juste reprendre quelque chose que Komla vient de dire. Il faut commencer par énormément se documenter, énormément s'informer sur le marché en lui-même, comment le marché fonctionne, comment on gagne de l'argent, comment je suis taxé, comment les transactions sont faites. Avant d'investir, il faudra déjà maîtriser tous ces tips-là, maîtriser tous ces mécanismes. Et de là, en fait, une fois que vous allez rentrer sur l'application, une fois que vous allez aller voir la société de bourse, vous saurez réellement à quoi vous attendre. Alors, donc, avant d'investir déjà, il faudrait connaître c'est quoi son objectif. Pourquoi, en fait, vous voulez aller sur le marché boursier? Quelles sont vos attentes par rapport à ce mécanisme? Pourquoi je veux investir? Pourquoi je veux mettre mon argent sur telle ou telle action? À partir de là, maintenant, la réponse que vous allez vous donner à vous-même, ça pourra changer l'approche que vous aurez du mécanisme. Est-ce que la finalité, c'est pour avoir des revenus passifs? Monsieur Dester parlait tout à l'heure de dividendes. Est-ce que la finalité, c'est de juste accroître mon capital? On va parler ici de la plus-value. Ou est-ce que la finalité, c'est les deux? Donc, est-ce que je veux non seulement des dividendes, mais également faire croître mon capital? Donc, ça, c'est le premier point. Concernant le deuxième point, c'est l'horizon temps. Est-ce que je veux investir ou faire du trading? Si je veux investir, il faut compter sur, on va dire, 3 à 5 ans. Quand je dis 3 à 5 ans, c'est-à-dire quand j'achète une action, c'est pour que je la détienne pour au moins un horizon moyen long terme, entre 3 et 5 ans.
pour vraiment voir l'impact de mon investissement. Maintenant, est-ce que je veux faire du trading? Si c'est du trading, c'est de l'achat-revente à l'instant T. En 1 seconde, en 1 minute, en un jour, j'achète une action et je la revends. Donc ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser par rapport à l'horizon temps. Ensuite, on a l'objectif d'investissement. C'est quoi l'objectif? Est-ce que je suis prêt à courir le risque de ne pas récupérer ma mise? Parce que c'est des risques qui existent. Si l'entreprise, aujourd'hui, j'achète son action à 300 dirhams, bah, est-ce que demain, je serai prêt à revendre cette action à 100 dirhams? Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? Ou encore, est-ce que je pourrais accepter de voir mon épargne diminuer? Si j'ai mis toute mon épargne de 10 000 dirhams dans un portefeuille, est-ce que demain, si ce portefeuille, il a baissé en valeur, est-ce que je suis prêt à accepter que mon épargne, qui était de 10 000 dirhams, soit aujourd'hui simplement à 50 ou enfin à 5 ou 6 000 dirhams? Ce sont encore une fois des questions qu'il faut se poser. Maintenant, une fois que on s'est posé toutes ces questions, il faut commencer maintenant à choisir sa cible. Et par choisir sa cible, c'est sur quelle entreprise je veux miser. Et pour cela, il faut analyser donc cette entreprise. Et par analyser, il faut étudier son activité et son modèle économique. Il faut déterminer c'est quoi sa croissance, c'est quoi son chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices. Est-ce que le chiffre d'affaires il est croissant? Est-ce que l'entreprise fait des bénéfices? Est-ce que la société est endettée? Parce que ça ne sert à rien d'acheter des actions pour une société et demain la société tombe en faillite dû à son endettement. Est-ce que c'est la société dans un secteur sur lequel elle est avantageuse, dans un secteur où euh, elle, euh, elle fait partie des blue chips, ceux qu'on l'a parlé tout à l'heure. Est-ce que le secteur il est concurrentiel? Est-ce que le secteur il est attractif? Et aussi, c'est quoi le management de la société? Qui sont les dirigeants? Qui est le directeur général? Qui est le directeur financier? Qui prend les décisions? Qui sont les différents actionnaires? Voici toutes les questions qu'il faut se poser sur l'entreprise avant de pouvoir y investir. Et aussi, il faut suivre également le déroulement du marché. Comment se comporte le marché? Et pour cela, on se réfère à l'indice qui a été évoqué, qui est le MASI. Est-ce qu'aujourd'hui, le MASI, il est sur une tendance ascendante ou décroissante? Est-ce que le MASI banque, par exemple, qui est donc l'indice qui se concentre sur les banques, est en train de croître? Est-ce que le MASI BTP est en train de croître? Ainsi de suite. En fait, ce sont toutes ces questions qu'il faut regarder avant de pouvoir se lancer. Et maintenant, la bourse de Casa, comment se déroule donc le process d'investissement? Il faut déjà ouvrir un compte titre auprès d'une banque et choisir son intermédiaire, que ce soit donc l'intermédiaire, soit directement via une société de bourse ou bien une banque qui va faire l'intermédiaire entre l'individu et la société de bourse. Et donc, une fois que vous aurez choisi votre intermédiaire et que vous serez maintenant sur le marché, sur la bourse via donc la société de bourse ou via la banque, vous aurez à disposition une plateforme qui est en principe mise à votre disposition par la bourse ou bien par la société de bourse. Et sur cette plateforme, ici, si on regarde l'exemple qui a été partagé, c'est la plateforme donc de Wafa Bourse. Comment tout cela va se passer? Vous avez simplement différentes options. Une fois que vous arrivez sur la plateforme,
vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle action qui est disponible sur le marché. Et donc, une fois vous avez choisi votre action, sur votre société sur laquelle vous voulez miser, vous aurez deux options. Soit vous achetez à limite, ou bien vous achetez au marché. Au marché, c'est simplement au cours du marché que vous allez acheter votre action. Si l'action actuellement est à 300 dirhams, bah, vous allez acheter votre action directement à 300 dirhams. Et maintenant, si vous choisissez limite, c'est vous qui fixez le cours d'achat sur lequel vous voulez vous appuyer. Vous pouvez dire, par exemple, je mets mon ordre pour 350 et cet ordre, il a une durée de une semaine, par exemple. Et donc, une fois que le cours de l'action aura atteint les 350, votre ordre sera automatiquement exécuté. Donc, vous aurez acheté votre action. Et si si ce cours de 350 n'est jamais atteint, bah, votre ordre, au bout d'une semaine, il va simplement disparaître. Il ne sera plus disponible. Et donc, il faut aussi savoir que pour chaque ordre passé, ce n'est pas simplement 350 si on reste sur l'exemple que j'ai pris, qui sera donc débité de votre compte. Il faudra prendre également en considération les différents frais qui vont venir alourdir plus ou moins votre ordre d'achat. Donc, au-delà de 350, vous allez peut-être être débité de peut-être 370 ou 380 en fonction de l'intermédiaire que vous aurez choisi ou en fonction de l'intermédiaire qui va exécuter votre ordre, soit la bourse ou la société de bourse. Et là encore, ça peut être la société de bourse ou Wafa Bourse, ça peut être BMCE Capital. En fonction de l'intermédiaire, il y a une taxation une tarification qui est imposée. On peut passer à la suite sur le différentiel entre la bourse ou l'épargne classique. Je pense que je vais laisser Monsieur Dester pour clôturer cette partie. Ah, merci beaucoup, chef. C'est super. En tout cas, merci pour cette explication. Il y a le temps un peu qui nous talonne, mais bon, on va essayer de faire vite pour aider chacun de nous à comprendre un peu. L'information est condensée, mais on espère que cela vous apporte plus et vous arrivez un peu à nous suivre. Alors, pour terminer un peu notre webinaire à ce niveau-là, les points abordés, on a parlé de la bourse et on voulait juste faire un petit comparatif entre pourquoi investir en bourse et faire une épargne classique. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Je ne veux pas trop m'attarder. Là, je ne vous conseille pas soit de garder votre argent dans un compte épargne ou chez vous, ou d'investir en immobilier ou d'investir à la bourse. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Mais c'est juste vous donner une sorte d'avantage de l'un et de désavantages, mais bon, pas vraiment des avantages, mais de l'autre. Surtout, on va faire un focus sur l'épargne classique. Il y a des gens qui vont parler de compte épargne. Les commerciaux en banque, quand tu vas ouvrir un compte, généralement, lorsqu'ils veulent te vendre des produits, ils parlent souvent de ça. Ah, ouvrir un compte épargne, c'est bien, mais concrètement, c'est quoi le compte épargne? Déjà, c'est un compte qui te permet d'épargner, sur lequel tu vas payer des frais. Tenue de compte. Donc là, tu vas payer des frais trimestriels. Et maintenant, la rémunération de ce compte-là, ça ne vaut rien. Et on tourne autour de je sais pas, 2,5%, 3% max ou 4%. Bon, ça, c'est trop, ça c'est le grave. Mais c'est, disons, 2,5% que vous aurez de rémunération. Donc, tu laisses, vas-y, 10 000 dirhams sur ça, et par an, sur une année, tu te fais combien 250 ou 2500, je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs. Mais bon, ça, c'est ça, en termes d'épargne classique. Alors que
dans le monde réel en termes d'inflation. L'inflation aussi, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, il augmente. Donc, lorsque tu épargnes aujourd'hui 10 000 dirhams, 10 000 dirhams, ça te permet de faire telle ou telle chose. Tu laisses sur un compte épargne qui va te rémunérer à 2,5. Et l'inflation, lui aussi, il va augmenter. Le pouvoir d'achat, lui aussi, il va augmenter. Donc, étant donné que ce compte épargne, il te rémunère très moins, tu payes des frais. En fin de compte, lorsque tu vas récupérer ton argent demain, tu te retrouves perdant. Parce que déjà, les 10 000 que tu vas te retrouver après 5 ans à récupérer 10 000 ou 10 000 avec des miettes seulement, alors que ton pouvoir d'achat, lui, il a baissé. Donc, ça fait que cette épargne n'est pas vraiment adaptée. Alors, à contrario, quand vous prenez la bourse et quand vous faites des études, vous voyez qu'on a, et bien sûr, il y a les risques. Ça va toujours avec les risques. Il ne faut pas négliger le risque parce qu'on dit souvent que quand tu risques gros, tu gagnes gros. Donc, voilà, si tu veux gagner gros, il faut savoir qu'il y a des risques derrière. Donc, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Alors, la bourse, quant à elle, vous allez voir qu'il y a des performances assez importantes qui vous permettent de multiplier vite votre argent, contrairement à laisser l'argent dormir sur votre compte d'épargne. Donc, je ne vais pas trop aller en profondeur ou dire que voilà, il faut faire ça ou pas, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que votre épargne classique fait. Je ne le conseillerais pas du tout. Et un peu investir en bourse qui, en prenant en compte les risques, vous permet de multiplier votre capital et voilà, d'en faire plus. Donc, c'est un peu ça. C'était juste pour faire un petit zoom sur cette partie-là. J'espère que cela vous a aidé ou ça va vous pousser à la réflexion par la suite. Et voilà, c'est un peu ça. On va s'arrêter sur ce point-là. On a fait un petit tour et en tout cas, on vous remercie pour votre attention. On espère vraiment que cela vous a apporté beaucoup. Et donc, on va laisser la place à notre modératrice pour continuer. Merci beaucoup et voilà. Merci, Monsieur Rick, également Monsieur Lester. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sortons pas, je peux dire, d'être vide. En tout cas, nous avons beaucoup appris sur cette thématique, sur ces thèmes, comment investir dans le marché boursier. Merci à vous. Je vais revenir rapidement sur ce que vous avez dit en premier lieu. Vous avez commencé par faire la différence entre la bourse que nous savons, la plupart d'entre nous, puisque nous sommes étudiants, donc il ne s'agit pas d'une bourse d'études comme peut-être que quelqu'un le pense ou peut-être comme je le pensais. Il ne s'agit pas de l'AMCI, en tout cas, on ne parle pas de l'AMCI aujourd'hui, mais il s'agit par contre d'un marché financier où nous avons l'opportunité, nous particuliers que nous sommes, de pouvoir acheter des actifs, d'être des actionnaires, de pouvoir, si je peux le dire comme ça, faire tourner notre argent et d'être bénéficiaire. Et nous avons également, ils ont eu à nous parler également des acteurs. Donc, il faut savoir que en parlant du marché boursier, il y a des acteurs qui sont là, on a des banques et ainsi de suite. Ils ont également insisté sur le vocabulaire, le jargon lié à ces marchés boursiers. Il faut le connaître lorsqu'on parle des actions, lorsqu'on parle de marché primaire, marché secondaire. Il faut avoir une connaissance, savoir distinguer un peu ces choses pour pouvoir mieux appréhender ces choses et pouvoir s'élancer. Également, on a eu à parler de comment investir. Donc, on ne s'élève pas comme ça du jour au lendemain. On se dit, voilà, aujourd'hui, je prends mes dirhams, je pars acheter, je sais pas, 5 actions dans telle entreprise. Non. Il y a une sagesse derrière, il faut réfléchir, il faut voir où est-ce que je pars investir, dans quelle société, dans quelle entreprise, tenir compte des indices, tenir compte de l'évolution de l'entreprise pour également, bien que le marché boursier, ils ont insisté là-dessus, tout n'est pas rose. Il y a également des risques, mais il y a une manière de faire. On peut investir sagement et on peut gagner tout en mettant toujours dans notre tête que oui, il y a des risques, il y a toujours des risques dans la vie, mais ça vaut la peine de prendre ces risques.
Et autre chose, en dernier, Monsieur Dester, il a à nous parler de entre la bourse et encore l'épargne. C'est bien de pouvoir investir. Depuis, je peux dire, notre enfance, on nous a toujours dit, il faut investir. On ne vit pas comme ça. Il faut toujours avoir de l'épargne quelque part. C'est d'une grande importance, mais il a également essayé de nous faire savoir un peu la différence entre épargner ou encore investir son argent dans ce qui concerne le marché boursier. Donc, il nous a donné, je peux dire, il nous a mis un peu de la lumière là-dessus. Donc, c'est à chacun de nous de choisir si je vais prendre, par exemple, mes 1000 dirhams, tout je le mets dans mon compte bloqué, épargne aussi, je peux peut-être épargner 500 dirhams, je prends 500 autres, j'essaie de pouvoir investir dans la bourse, voir ce que ça donnera après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, etc. C'est à nous de voir après tout ce que nous avons eu. Certes, le temps nous manque, mais je crois que nous avons été éclairés. Je crois que nous avons été éclairés sur cette thématique. Alors, je vous laisserai donc la place de poser vos questions. En tout cas, je me demanderai en premier, lorsque vous levez votre main, vous vous présentez et vous posez votre question. Si vous vous adressez à M. Eric ou à M. Dester, encore aux deux, à nos des intervenants, ils vont prendre soin de répondre à vos questions. Voilà, pourquoi pas dire à nos questions. Voilà, je vous laisse. Y a-t-il des questions? D'accord. Oui, oui, vas-y. Euh, Justin, déjà, merci pour la question. Et pour y répondre, je vais commencer déjà à dire oui, investir via une IPO dès le départ est généralement bénéfique parce que si on prend donc l'exemple dont tu as parlé de SGTM, euh, en fonction de la communication qui sera faite par la société pour inciter les gens à y participer, donc à l'IPO, plus il y a une communication qui est faite derrière, plus l'IPO sera attractive, plus les gens vont courir pour, euh, pour y participer. Et donc, ce qui fait que dès l'entrée, surtout si l'IPO, le cours d'entrée, il est accessible, on va dire plus ou moins à 300 dirhams. Dès l'entrée, beaucoup de personnes vont y investir. Et donc, la demande sera tellement énorme et ce qui va faire qu'une fois l'action arrivée sur le marché secondaire, tous ceux qui n'auront pas eu la possibilité d'y souscrire, donc d'acheter l'action via le marché primaire, vont courir sur le marché secondaire pour acheter, pour donc souscrire pour acheter l'action directement. Et ce qui fait qu'il y aura une demande énorme sur le marché secondaire. Et plus la demande est énorme, plus le prix, donc le cours de l'action, lui, va grimper. Ce qui va faire que si aujourd'hui, moi, ayant souscrit via l'IPO sur le marché primaire, et en ayant mis 300 dirhams sur 10 actions, donc ce qui fait un portefeuille de 3000 dirhams, bah, au bout d'une semaine,
la valeur de l'action peut tellement grimper au bout d'une semaine. Je peux me retrouver avec, je dis n'importe quoi, mon portefeuille qui vaut maintenant 5000 dirhams. Simplement parce que beaucoup de monde auront eu l'idée de souscrire à l'achat. Et donc, pour simplement donc clôturer répondre à ta question, la réponse est oui. Souscrire via l'IPO est généralement beaucoup plus attractif parce que c'est dès cet instant que la société rentre et donc c'est dès cet instant que le cours de l'action, on va dire, il est au plus bas. Parce que sauf catastrophe, en général, le cours de l'action ne va jamais redescendre en dessous de son cours d'introduction. Et maintenant, cela dépend aussi donc, du prix d'achat, du prix d'entrée. Par exemple, s'il y a des sociétés qui vont mettre le cours de l'action à l'entrée à 1000 dirhams, 1000 dirhams, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui pourra souscrire à 1000 dirhams pour une action. Donc, si ce n'est pas réservé à n'importe qui, ça veut dire que la cible, elle est réduite. Donc, une cible réduite va réduire également le nombre de demandes. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la courbe pour une société qui fait l'introduction à 1000 dirhams soit la même que pour celle d'une société qui fait l'introduction à 300 dirhams. Je ne sais pas si monsieur Komla veut ajouter par la suite. Non, en tout cas, tout a été dit. Je pense que tu as répondu à la question. Alors, moi, si je voulais juste ajouter un petit truc, c'est oui, bien sûr, hein, c'est oui, c'est bientôt, c'est bien sûr intéressant toujours de rentrer dès l'IPO. Et alors, pourquoi est-ce que ça marche toujours? C'est le complément que je voulais apporter, c'est que une entreprise n'entre pas en bourse juste pour le fun. Tu vois, elle rentre pas juste pour rentrer. Qu'elle veut rentrer, c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Peut-être que, bon, on a dit que déjà, on rentre en bourse. Déjà, la bourse, c'est le point de rencontre entre des entreprises en besoin de financement et les investisseurs qui ont la capacité de financement. Donc, lorsqu'une entreprise vient, c'est parce qu'elle a un besoin de financement. Elle a un projet qu'elle veut financer. Voilà pour qu'elle entre en bourse. Ou soit, pour certains cas, c'est juste pour ouvrir son capital, mais il y a toujours ça. Donc, lorsqu'elle vient, elle a souvent un projet. Et donc, ce projet-là, ça donne déjà, ça prouve que l'entreprise, elle est sur une pente plutôt ascendante. Donc, c'est vraiment rare qu'une entreprise entre en bourse et après, elle dégringole. Donc, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour commencer par investir, je dirais. Question. Oui, Monsieur Frérel, si je le prononce bien, à vous la parole. Bonsoir à tous. Je m'appelle Thierry Lambasso Frérel et j'ai lu votre document sur l'introduction, sur ce qu'il faut savoir au préalable sur le marché boursier. Et vous avez aussi parlé des ETF, qui est un panier d'investissement, oui. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a déjà des ETF bien structurés sur le marché boursier que nous pouvons acheter ou c'est plutôt à nous de constituer ces ETF en fait. Merci. Alors, je prends la question. Merci, Frérel. Les ETF, déjà sur la bourse de Casa, il n'y a pas d'ETF. Il n'y a pas d'ETF. Et non, c'est pas à l'investisseur lui-même de créer son ETF. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, l'ETF, c'est quoi? C'est juste un panier, comme tu l'as si bien dit, c'est un panier d'actions qui est constitué pas par des particuliers, pas des investisseurs. C'est généralement des bourses, soit c'est plus des sociétés de bourse qu'ils font. Donc, ils vont constituer, disons, ou des banques d'affaires aussi, qui vont constituer un panier de plusieurs actions. Et par après, ce panier-là, vous pouvez acheter une portion. Donc, lorsque tu n'achètes pas l'action en elle-même, tu achètes, par exemple, la performance de cette action-là. Un exemple banal sur la bourse de Casablanca. On
l'a dit tantôt, on a le MASI 20, qui est l'indice spécifique aux 20 entreprises les plus liquides. Supposons que ça, c'est un ETF. Donc, il y a un ETF qui est constitué des 20 entreprises les plus liquides. Lorsque tu décides d'acheter une part de cet ETF-là, c'est comme si tu achètes, disons, une part de la performance des 20 actions, 20 entreprises les plus cotées. Donc, c'est un peu comme ça. Et c'est pas à l'investisseur lui-même de constituer ça. Et sur la bourse de Casa, jusqu'à actuellement, il n'y a pas d'ETF. Il n'y a que des actions que vous pouvez acheter. Par contre, il y a des OPCVM qui sont un truc un peu à côté. Je ne sais pas si Eric a quelque chose à ajouter ou si j'ai pu répondre à votre question. Non, je pense que c'est exactement ça. Les ETF ne sont pas constitués par les investisseurs eux-mêmes. Ce sont les sociétés de bourse qui vont constituer ces paniers et les mettre à disposition de tout investisseur qui voudra bien y souscrire. Maintenant, par rapport au Maroc, effectivement, il n'y en a pas encore, même si des discussions sont en cours depuis bon nombre d'années déjà pour pouvoir rajouter cet actif-là, cet actif financier sur la bourse de Casa. Merci à vous. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On est également derrière les yeux. Il y a une question. On va prendre la dernière question, Monsieur Junior. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Allô, vous m'entendez bien là? Oui, vas-y. Ok, Oui. d'accord. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Komla et puis Monsieur Rick. Alors, moi, je suis junior. Je vis au Maroc, à Rabat. Et donc, à la base, je suis trader professionnel. Je suis focus sur les marchés, sur les indices synthétiques. Et donc, la bourse en général, c'est un domaine aussi qui commence à me parler parce que je me dis, bon, quand tu fais tes petites affaires sur le côté, c'est aussi important de diversifier un peu ton portefeuille, tout ça. Et donc, moi, j'ai deux petites questions. Je n'ai pas envie de trop vous tracasser encore vu que c'est déjà la fin. Donc, concrètement, aujourd'hui, moi, qui suis ici au Maroc, ok, si j'ai envie d'aller vers une société boursière ou bien auprès de la banque pour ouvrir un contre-titre, est-ce que je serai soumis en fait à des conditions? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour ouvrir ce contre-titre, c'est ouvert au grand public ou bien il faudra, par exemple, que je justifie la preuve de mes fonds, par exemple, pour quelqu'un qui veut investir de gros fonds dans un compte? Est-ce que déjà, c'est ouvert à tout le monde? Il n'y a pas de « oh non, tu ne travailles pas dans tel ou tel organisme, donc tu ne peux pas, par exemple, ouvrir ou bien il faut demander tel papier ». Parce qu'à ce niveau-là, je pense que je n'ai pas eu tellement d'infos sur ça. Tout ce que j'ai dû entendre, c'est que, bon, on peut, par exemple, aller vers une banque et ouvrir un contre-titre. Donc déjà, est-ce qu'il y a des conditions que vous avez, par exemple, omis d'énumérer pour ouvrir ce contre-titre? Déjà, bonsoir, Monsieur Junior, et merci pour la question. La seule condition que normalement qu'il faut respecter, c'est d'avoir un compte courant, simplement, pour pouvoir ouvrir un compte titre. Parce que le compte titre, il sera rattaché au compte courant. Le compte courant, il va lui permettre d'alimenter le compte titre. Et ce compte titre, qu'il soit ouvert auprès de la banque d'affaires ou de la société de bourse, il faut obligatoirement que ce compte soit rattaché à votre compte courant. Maintenant, en termes de procédure, il y a aucune restriction particulière, sauf celles soumises, enfin celles qui sont applicables pour l'ouverture d'un compte. Si vous allez aujourd'hui dans une banque d'affaires et dire je veux ouvrir un compte titre, on va simplement vous demander vos papiers, enfin la documentation basique pour vous ouvrir un compte. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de restriction particulière sur où vous travaillez, est-ce que vous avez les fonds nécessaires requis, est-ce que vous avez un capital minimum? Non, pour tout ça, il n'y en a pas. Vous pouvez ouvrir un compte titre comme vous pouvez ouvrir un compte courant. Il n'y a pas vraiment de restrictions particulières là-dedans. Maintenant,
La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est si vous voulez ouvrir un compte via une société de bourse, par exemple, on va simplement vous demander un, un apport minimum pour alimenter le compte à l'ouverture. C'est tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres restrictions énumérées ou bien qui ont été soumises par l'AMMC, qui a été soumise par une autre structure qui est chargée de gérer ce mécanisme. Je ne sais pas si monsieur Comla a d'autres informations à ajouter. Non, chef, c'est ça. Juste que, bon, je sais pas si Monsieur Junior, le chef, si et quels sont les montants déjà que tu veux faire? Si c'est énorme, bon, je sais pas, hein. Mais bon, non, il n'y a pas vraiment de restrictions. Par contre, je sais que lorsque vous créez déjà le compte, il y a un questionnaire investisseur dans lequel on vous demande de situer un peu la fourchette du montant que vous pensez pouvoir investir. Donc, il y a une fourchette, il y a des questions un questionnaire que vous devez remplir. Et ouais, peut-être là, vous allez juste mentionner un peu, voilà, un peu approximativement ce que vous comptez investir, mais je ne pense pas qu'on va vous arrêter sur, à cause du montant que vous investissez, non, je ne crois pas. Ok, merci beaucoup, monsieur Comin. C'est pas des gros fonds, c'est juste vraiment pour avoir les informations, tout ça. Non, mais je demande juste peut-être que, voilà. Après, à la longue, on ne sait jamais si Dieu fait grâce. Bien sûr, bien sûr. Allez. Merci à vous. En tout cas, désolé, faute de temps, on va plus prendre des questions. Vraiment, je vais juste accorder la parole donc à Monsieur Jean-Marie, s'il vous plaît, si vous pouvez intervenir brièvement, poser votre question si vous avez quelque chose à dire. Mais je pense que nos speakers sont disponibles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également envoyer à Elite vos questions. Je pense que peut-être que Laurent et Lyon pouvaient poser vos questions et nos intervenants ils seront là pour répondre à vos différentes questions. Faute de temps, nous sommes désolés. Est-ce que Monsieur Jean-Marie est là? Est-ce que vous m'écoutez? À vous la parole, s'il vous plaît. Ok, vous me recevez, j'espère. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit, monsieur Jean-Marie. Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Jean-Marie Redon. J'ai effectué la plupart de mes études au Maroc et actuellement, je suis en France. En ce qui concerne la bourse, moi, je l'ai découvert parce que, bon, plus ou moins, ma prise de parole sera plutôt orientée vers un petit témoignage, si on peut dire ainsi, en tout ce qui concerne les investissements boursiers. Moi, j'ai découvert la bourse il y a un peu moins de 2 ans et j'ai un peu regretté, si je peux le dire ainsi, de n'avoir pas connu plus tôt, mais comme on le dit, voilà, il n'est jamais tard. Donc, moi, j'ai connu la bourse il y a un peu moins de 2 ans. J'ai commencé par me former là-dessus, mais j'investis principalement à la BRVM. Je pense que les intervenants nous parlaient de Nice. On parlait brièvement de ça, de la bourse régionale des valeurs mobilières. Du coup, c'est la bourse, en fait, qui regroupe un peu la plupart des entreprises qui sont cotées en Afrique de l'Ouest. Et je peux vous assurer qu'en moins de 2 ans, les performances, en tout cas, des entreprises sur lesquelles j'ai eu à investir, c'est vraiment énorme, en fait. Seulement, je prends un exemple, par exemple, d'une entreprise dans laquelle j'avais investi il y a un peu moins de 4 mois, qui a eu à effectuer une performance de plus de 40% en 4 mois. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont la plupart des personnes qui étudient, en fait, que ce soit des étudiants, des travailleurs, doivent être au courant de cette opportunité que nous avons aujourd'hui d'investir en bourse. Et ça ne nécessite pas forcément de grandes connaissances. Moi, je me forme, c'est vrai, là-dessus. J'ai eu à acheter des formations là-dessus qui ne coûtent pas forcément grand chose, mais juste avec un peu de documentation, on peut arriver vraiment à, ne serait-ce qu'à effectuer des analyses fondamentales sur une entreprise,
analyser voilà, ses fiches, voir est-ce que l'entreprise, sa santé financière, et juste placer son argent, être stratégique de manière régulière et avoir des performances en tout cas qui peuvent nous aider. Peut-être la plupart sont encore des étudiants ou des jeunes travailleurs qui commencent pas à toucher de l'argent. Ça peut être une très bonne opportunité pour pouvoir se lancer dans la vie, que ce soit sur des projets à court terme, mais également à long terme. Donc, moi, personnellement, il y a eu des objectifs que je me suis fixés avec la bourse et en moins de 2 ans, en fait, je suis déjà largement au-dessus de ces objectifs que je me suis fixés. Du coup, la seule chose que je peux dire, en fait, pour me limiter là, c'est vraiment encourager tout un chacun de nous que ce webinaire auquel vous assistez ne soit pas juste des choses que vous entendez, etc., mais quelque chose que vous pourrez personnellement concrétiser, mettre en pratique, établir un plan pour cela s'il faut aller, je ne sais pas, vers les panélistes, poser plus de questions pour creuser le sujet. Mais surtout, mettez-vous en fait à l'action. Parce que le plus rapidement possible, vous vous mettez en action, plus en fait, parce que l'une des choses qui fait beaucoup de performance en bourse, c'est le temps. Plus vous investissez dans une action, comme les panélistes ont dit, en moyenne de 3-4 ans. Du coup, plus tu attends en fait, plus peut-être les opportunités que tu aurais gagnées aujourd'hui, en fait, tu n'auras plus ces opportunités. Donc, que ce soit avec un petit montant, 300 dirhams, 500 dirhams, moi, je vous assure, si j'avais su cela quand j'étais au Maroc, bah, peut-être que j'aurais commencé tôt et je ne serais pas de nous. Apprendre cela au sérieux, il s'agit de notre santé financière, de l'éducation financière, et c'est quelque chose que aujourd'hui tout le monde, en fait, doit être informé de cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Jean-Marie, pour votre expérience, pour le partage de votre expérience. En tout cas, je voulais également dire quelque chose là, mais on n'a pas assez de temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est presque le même témoignage avec moi, bien que je viens à peine de commencer. Je regrette sincèrement. Je regrette, je me disais, si j'avais su, je n'allais pas commencer à dire je regrette aujourd'hui. Mais comme on dit toujours, vaut mieux tard que jamais, vaut mieux commencer maintenant que jamais. Alors, je vais laisser la parole à M. Justiaï qui va nous présenter l'IT, mais avant de vous accorder la parole, j'avais oublié de le faire au début. Je tiens également à vous remercier vraiment. Je vous remercie sincèrement pour votre invitation du plus profond de mon cœur pour prendre part à ces webinaires en tant que modératrice et je vous laisse la parole. Merci.